Ok, salut les pros, bienvenue dans cette série consacrée à Node.js. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet ou la leçon qui couvre en profondeur les événements. Donc, par exemple, nous avons vu précédemment comment gérer les événements en clic. Donc, lorsque vous cliquez sur un élément sur votre page, comment vous détectez ça au niveau de la logique de votre application vue. Nous avons également vu comment gérer certaines conditions avec les attributs v-if, v-show et etc. Donc cette fois-ci, il est question pour nous d'aller un peu plus en profondeur et voir comment gérer les événements du genre lorsque la souris passe sur un élément, donc du genre lorsque c'est en train d'entrer sur un élément, ça sort sur un élément, lorsqu'on double-clique, lorsque on peut se déplacer et en fait beaucoup plus d'autres choses en ce qui concerne les événements de la souris au niveau de notre application. Et nous allons par la suite gérer ce qu'on appelle les attributs forts. Donc, c'est justement voir comment gérer l'affichage d'un listing qui est beaucoup utilisé dans des applications modernes parce que la plupart du temps, vous allez faire ce qu'on appelle un pull. Donc, vous allez récupérer une liste de données depuis votre base de données, depuis la DB de votre application et il serait question de gérer ce truc que généralement c'est retourné sous forme de JSON, donc de données sous forme d'objet JavaScript. Il va falloir bien l'afficher pour que l'utilisateur soit satisfait donc au niveau des vues. Donc et par la suite on va continuer et voir beaucoup d'autres choses. Et avant de commencer cette troisième partie ou cette quatrième partie, j'aimerais vous parler de cette opportunité parce que j'ai voulu mettre ça à la fin. Je sais que beaucoup ou certains ne vont pas aller jusqu'à la fin de la vidéo, donc je préfère vous le dire maintenant. Alors, allez sur ma plateforme ici, ça s'appelle Bipro, voilà ça même déjà, bipro.fr comme vous la voyez, et il s'agit de ce magnifique site ou de mon landing page où je vous donne cette possibilité de mettre votre nom ici et votre email, surtout votre email qui passe parce que si vous ratez l'opportunité, c'est à vous de voir. Et là, vous cliquez sur notifiez-moi. Maintenant, vous aurez la possibilité que dès que ma plateforme de e-learning qui est pratiquement vers la fin soit démarrée, vous aurez des réductions énormes, des réductions assez signifiant et pour avoir accès à la totalité de mes tutos payants. Donc j'ai déjà au moins 4 à 5 tutos payants et je vais faire des réductions pratiquement de 90% pour les tout premiers qui vont mettre les emails ici. Au bout des 2-3 premiers jours, vous aurez cette possibilité de recevoir l'email et puis vous pouvez faire votre achat. Donc préparez-vous. Donc directement dans un mois, la chose serait là et vous pourrez en profiter. Donc maintenant, revenons à notre mouton. Donc, il est question ici que nous, on rentre dans notre app vue ici. Vous vous rappelez bien que nous, on a dit c'est à partir d'ici qu'on appelle le entry point, le point d'entrée de notre application. Donc, je vais créer ici plusieurs divs avec cette classe box et j'en aurai besoin de 4 par exemple. Donc je mets là x4 et puis si vous savez comment utiliser et mettre, vous allez voir que automatiquement ça doit devoir générer quelque chose de ce genre. J'ai déjà redémarré mon live server, donc comme vous pouvez voir ici c'est démarré bien et si nous on rentre là on peut bien voir les 4 éléments dont je viens de créer et justement vous êtes en train de vous dire pourquoi la couleur. C'est parce que cette classe je l'ai déjà créée ici plus haut et comme vous pouvez bien voir la classe, rien d'étrange, c'est juste un padding de 100 pixels up down, donc top bottom, donc haut et bas les paddings et en gauche droite donc left right 0. J'ai mis un width, une largeur de 400 pixels, un background très light de DD. Et j'ai mis également un margin de 20 pixels pour créer un peu de l'espacement autour et text align center display
inbox, inline block, je veux dire, et ça donne ce que vous voyez. Bon, ça c'est du CSS et c'est les bases du CSS. Si vous n'avez pas les bases, allez, je vous exhorte à rentrer dans mes tutos et puis vous consultez mon tuto dans les HTML et CSS. Je vous couvre tous les fondamentaux là-bas et ce serait tout. Donc on peut revenir ici maintenant, on met un peu du texte, par exemple du genre mouse leave, mouse enter, mouse over, voilà, ça c'est le bon nom. Donc l'entrée de la souris, je sais pas, ouais, on aura mouse leave. Donc lorsque la souris laisse l'élément, donc ou sort de l'élément sortir, quelque chose de ce genre. Et on a également mouse double clic, je sais pas si c'est ça, mais c'est pour gérer les éléments du genre double clic. Et puis le dernier, si bon, on va compléter ça plus tard. Là, si on rentre là, rien d'étrange, ça a juste à ajouter du texte. Maintenant, il est question pour nous d'ajouter concrètement ces éléments. Donc nous avons précédemment vu, donc on clique ici pour cacher le menu d'explorateur ici et pour pouvoir avoir une bonne expérience à ce niveau où notre code s'affiche. Donc je mets V-on, vous voyez, donc V-on mouse over, comme ceci, c'est égal à quoi? On peut mettre une fonction ici. Je vais mettre cette fonction en anglais et la fonction c'est tout simplement handle mouse. Voilà. Et à ce niveau, cette fonction, vous savez bien comme moi qu'on peut l'accéder directement ici. Et à partir d'ici, si vous allez, nous on avait quelque chose pour augmenter là, ce n'est même plus d'actualité. Donc si nous on met là et on fait ceci. Ici à l'intérieur, on peut tout simplement dire log pour dire souris enter. La souris est entrée dans l'élément. En fait, cette fois-ci, c'est purement à but illustratif. Donc, on veut tout simplement afficher ceci lorsque l'utilisateur va entrer avec sa souris sur l'élément. Donc, si nous, on rentre là, on regarde, on verra pas grand-chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est dans la console qu'on verra ce qui se passe. Donc, si je reviens là, j'efface un peu d'abord ceci, je zoome pour qu'on puisse avoir clairement. Donc regardez. Allez, j'entre l'élément. Vous voyez directement souris entrer. Si je ressors comme ceci, j'entre encore. Vous voyez 2, 3, 4, 5. À chaque fois que j'entre, ils affichent ceci dans la console. Donc, et étant donné que c'est le même texte, c'est pour ça que le nombre incrémente seulement, le nombre augmente au fur et à mesure pour ne plus réécrire le même texte. Donc c'est pour dire ceci a été affiché dans la console 7 fois. Donc ça c'est aussi simple que ça pour pouvoir rester et faire l'écoute, je veux dire, sur l'événement mouse over. Et c'est en anglais, on n'écrit pas ça en français. Donc ça c'est le type d'événement, quoi. Donc maintenant, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Nous pouvons remplacer ceci dans vue, tout simplement. Donc V-on, on peut remplacer ça quasiment avec le signe arrobase, le symbole arrobase comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc au lieu de dire V-on, on peut tout simplement dire arrobase. Donc voilà, V-on. Donc par exemple, si je veux faire pour le mouse leave ici, je fais tout simplement mouse leave et tout ça c'est en mini lettre. Donc on ne dit pas mouse capital leave donc avec L majuscule, mais par contre ça reste tout en minuscule, les deux mots, parce que mouse c'est la souris et leave c'est un autre, mais tout ça reste en minuscule. Et vous voyez bien que ceci remplace bien, comme je le dis, ceci, ça remplace V-on, 2 points. Donc on remplace cela tout simplement avec arrobase et on peut dire mouse leave, on dit c'est égal à quoi? Toujours à cet élément, vous voyez. Pour unifier. Donc ça c'est toujours cette même fonction qui contrôle lorsque la souris quitte l'élément, mais
ça s'exécute ou ça s'invoque, ça c'est appelé tout simplement à notre deuxième élément qui dit bien mouse lift. Donc si nous on rentre là pour uniformiser les choses, on dit événement déclenché. Voilà, événement déclenché, quelque chose de ce genre. Donc si nous on revient là, vous voyez, on peut effacer ça tout simplement pour des raisons de clarité et pour que les choses soient plus visibles pour nous. Donc si j'entre encore là, bam, vous voyez, événement déclenché, si je sors là, rien ne se passe. Mais par contre, si j'entre dans cet élément, rien ne se passe. Mais cet élément, il y a l'événement qui écoute tout simplement lorsque je sors. Dès que je quitte de cet élément qui est bien là, allez, bam, vous voyez, je viens de quitter et vous pouvez voir que celui-ci vient d'être à jour. Si j'entre là, rien ne se passe. Si je quitte encore, vous voyez, ça monte à 3. Si j'entre rien, si je quitte 4 et ainsi de suite. Donc, on va voir cette fois-ci comment gérer l'événement double-clic et c'est aussi simple que venir ici et on ajoute arrobase mouse, non, cette fois-ci c'est db click. Ouais, c'est ça, c'est db click et on dit toujours handle mouse. Comme vous voyez là, on appelle la même fonction et la seule différence c'est que ce troisième élément, quand l'événement double-clique, donc quand on va double-cliquer tac tac sur ça, directement cette fonction va être invoquée, elle va être appelée et puis qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? On affiche tout simplement événement déclenché. Donc si nous on rentre là, étant donné que celui-ci rafraîchit automatiquement, c'est parce que je suis en train d'entrer et sortir, entrer et sortir. Donc si je rafraîchis là et que je fais quelque chose de ce genre, si je reviens ici, rien ne se passe, je peux même me déplacer. C'est parce que je suis entré et sorti ici avant que ça s'est affiché. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, nous sommes déjà à 3. Mais je peux me déplacer partout dedans, rien ne va se passer jusqu'à ce que je fais un double clic, tac tac. Donc j'ai mal écrit quelque chose, le nom de l'élément db click. Ok, ce que j'oubliais en fait c'est dbl click, c'est ça en fait ce qui déclenche, ce qui écoute l'événement mouse double clic quoi. Donc lorsque vous faites un double clic, vous devrez pouvoir l'écouter avec ce keyword qui s'appelle dbl click. Et si nous on retourne là, on va voir que ce qui va se passer c'est que je peux bouger, mais dès que je double-clique comme ceci, vous pouvez voir exactement que l'élément vient d'être ajouté. Donc si je reclique encore, double-clic, 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 et ça écoute bien l'événement. Donc si nous on entre là, on sort, ça marche. Si nous on rentre directement, ça capte l'événement. On sort, rien ne se passe. On entre, on sort, l'événement est capté. Donc en gros, ça c'est les trois choses que vous devrez retenir en ce qui concerne l'événement entrée, sortie et double-clic. Maintenant, il est question qu'on voit un autre quatrième écoute sur l'élément, par exemple, lorsque la souris est en train de se déplacer. Et pour ça, il faut que je vous introduise à quelque chose. Parce que par défaut, lorsque vous avez un événement, que ce soit un événement que vous avez cliqué, un événement que vous avez entré la souris, sorti avec la souris, double-cliqué ou quoi que ce soit sur un élément, il y a par défaut cet argument qui vous permet de récupérer cet événement-là, comme vous pouvez bien voir ici. Et par défaut, le nom du paramètre ici peut être n'importe quoi, ça peut être event, ça peut être événement, ça peut être n'importe quoi. C'est tout simplement pour que ce soit plus court et c'est communément comme ça qu'on l'utilise. Mais j'ai dit bien, c'est le nom d'une variable et ça peut être n'importe quoi. Veut tout simplement dire événement. Maintenant, lorsque vous cliquez, cet événement est directement récupéré et passé ici comme par défaut. Donc, dynamiquement, c'est passé là. Et vous pourrez récupérer cet élément dans votre console et l'afficher comme vous voyez là. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc, si je reviens là, je suis déjà entré dans cet élément. Si je sors, pap, voici l'événement qui est... Bon, c'est parce que je suis rentré et sorti plusieurs fois, en fait. C'est pour ça que ça s'affiche plusieurs fois. Donc, voici l'événement ici. Qu'est-ce qui va se passer?
vous allez voir que il y a cet objet en a énormément de propriétés. Comme vous pouvez bien voir, ça écoute. Si l'utilisateur a touché la touche Alt, si il y a il y a le client en X, client en Y, donc ça prend la position du curseur depuis votre Windows, donc depuis le navigateur complète. Donc ici, ça te dit exactement sur quelle partie, à quelle position de votre navigateur le clic a été effectué. Donc ça donne les coordonnées en X et en Y. Compose, contrôle, si la touche contrôle a été, donc l'événement avec sa classe, plein d'autres fonctionnalités, le type de l'événement même en fait, et c'est ce que je voulais vous montrer ici. On a également quelque chose dont nous allons utiliser tout simplement après, ça s'appelle offset X et offset, donc la position du curseur dans l'élément même dont vous avez cliqué, ça se retrouvait à quelle position à l'intérieur. Donc ici, quelque chose que nous allons utiliser juste d'ici très peu de temps. Donc ça c'était le premier élément. Je crois que celui-ci c'était lorsque la souris est entrée dans l'élément mouse over. Oui, c'est exactement ça, et ainsi de suite. Donc je tenais à vous dire ceci parce que c'est important que vous sachiez que cet élément est cet paramètre ou cet objet est accessible par défaut dans la fonction. Dès que vous cliquez à l'élément, vous n'avez pas besoin de la passer ici dans votre HTML ou quoi que ce soit. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que si nous on vient là, on dit ici mouse move, comme ceci, on peut écouter cet élément en créant une autre fonction maintenant en disant déplacement souris. Bon, c'est quelque chose de ce genre, hein. Et cette fonction, qu'est-ce que ça va faire? Ici, je le fais principalement parce que ça capte un événement. C'est pas juste pour afficher dans la console, mais c'est pour aller au-delà. Et nous, on aura besoin de cette propriété parce que c'est justement ce qu'on va utiliser. Maintenant, je veux faire en sorte que chaque fois que nous sommes en train de nous déplacer dans l'élément comme ceci, la position du curseur est en train d'être mise à jour en temps réel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, il s'agit de cet élément, donc je ne vais pas entrer dessus pour l'instant parce que pour l'instant je ne mets rien à jour. Donc je vais créer deux variables que je vais appeler ici X et Y, et ces deux variables vont nous permettre de pouvoir gérer ces deux éléments. Donc je mets tout simplement X c'est égal à 0 et Y je les mets à 0 également. Donc maintenant, je peux dire ici, dès que l'utilisateur entre dans l'élément, je dis Dix, vous savez bien que pour accéder à une donnée, une variable qui est déclarée ici dans nos données, nous utilisons le keyword 10 est égal à offset. Ça s'appelle offset X, comme ceci. Et la même chose pour Y, offset Y en majuscule comme ceci. Donc là, ce qui se passe, c'est que ces deux propriétés sont maintenant accessibles directement au niveau de notre vue ici. Et il est question pour nous ici de dire position peut-être X est égal à quoi? Vous savez bien que c'est égal à X. Et en Y, c'est égal à quoi? Ici, on met comme ceci. On met, c'est pour que ça nous donne quelque chose de beau à voir à vue d'œil. Donc, on a simplement quelque chose de ce genre. Et directement, je pense que ça peut donner, vous voyez, par défaut, X est 0, X est Y. Dès que j'entre dans cet élément, la position commence à être changée. Vous voyez, je peux me déplacer. Magique, n'est-ce pas? Ça, c'est en train de prendre la position de l'élément ici à l'intérieur de cet élément boursier. Vous voyez, actuellement, je suis à 2 centimes en Y et à 0 en X. Donc, dès que je commence à me déplacer, je peux me déplacer, je peux me déplacer, je peux me déplacer. Et c'est justement ce que j'ai voulu vous montrer également ici. Et c'est... Bref,
Ça dépend de ce que vous voulez obtenir, ça dépend de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Mais j'ai voulu vous montrer comment gérer cet événement qui est passé par défaut dans tout événement qui se passe sur un navigateur. Donc, bref, maintenant, vous allez peut-être vous demander si l'on veut passer lui-même son propre élément, comme peut-être notre x, comme généralement un nombre qui s'appelle 10. Pourquoi pas 10? Là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si nous, on rentre là, on rentre et on réaffiche notre console, on monte là. Si on ferme, on efface tout ceci, dès que j'entre là, vous voyez, rien ne se passe plus. Parce que en principe, cet événement ne capte plus l'événement E par défaut de notre console. Donc si j'affiche plutôt ici dans la console comme ceci, en disant log, je mets peut-être E, vous allez être surpris que E devient autre chose. Donc si je rentre là, vous voyez E devient le 10 là, et quand je suis en train de me déplacer, c'est en train de capter ça comme des kits. Donc lui il est en train d'écouter comme la souris est en train de se déplacer, et il dit chaque fois que la souris a un seul XY de mouvement, tu affiches, tu exécutes le code qui est ici à l'intérieur, et justement tout ce qu'on fait, on affiche tout simplement celui-ci, et cet élément c'est maintenant 10, donc il n'y a pas de genre 10.offset X, 10.offset Y, ça n'existe pas, c'est pas un objet, c'est tout simplement un nom. Donc pour pallier à ce problème, il va falloir, donc ça veut dire quoi? Si vous voulez passer explicitement l'événement, vous devrez la mettre comme ceci, event, et puis maintenant vous avez votre autre argument, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un string du genre texte et n'importe quoi. Maintenant ça reflète le premier, celui-ci dès qu'on met premier argument comme ceci, ça reflète l'événement. Maintenant si on passe le deuxième argument ici comme number, et le troisième comme string. Ouais, je fais comme ça pour éviter que ce soit un keyword. Nombre passé, voilà, string pass. Voilà, ça donne quelque chose de ce genre. Donc si nous on essaie d'afficher le nombre ici dans la console comme ceci, on aura le nombre qui va s'afficher. Si on essaie d'afficher la chaîne de caractères, donc vous aurez les deux sites qui vont bien s'afficher parce qu'ils comprennent que le premier élément, il s'agit de l'événement même, et c'est l'événement que l'utilisateur a cliqué. Et là, on vient de résoudre le problème. Si je rentre là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ceux-ci sont en train de changer bien sans problème, mais ceux-ci également changent également beaucoup dans la console parce que nous sommes en train de les afficher, mais on les récupère sans aucune ambiguïté. Donc ça c'est deuxième et troisième argument, paramètres, et on les récupère ici, mais le premier a été explicitement, et vous devrez mettre exactement cette même syntaxe $event pour que ce soit bien spécifié comme explicitement passer l'événement. Voilà, donc j'espère que vous avez appris ici, et on peut passer à l'étape suivante. Ok, donc ici il est question maintenant pour nous de voir comment gérer les listes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez bien que ici on avait j'ai d'abord montré comment créer ce genre d'objet, ou un array où on a plusieurs objets à l'intérieur. Par exemple, c'était un objet, par exemple utilisateur, et je veux à ce que ce soit un array d'objets. Donc ici à l'intérieur, on peut avoir bien quelque chose de ce genre. Là, notre objet, on peut maintenant créer plusieurs comme ceci. Voilà. On dit, on aura par exemple les pros, on aura duplex, on aura, oh là là, comme ceci, on aura camp, on aura
Tony Pro. Voilà. Et ceci peut changer. Donc, c'est juste les âges que je vais changer. 20, 30. Mais le texte de bio là, ça peut être n'importe quoi. Donc, je les laisse. Et là, je crois qu'on a quand même environ 4 éléments, 4 objets dans notre arrêt ici. Et vous savez bien que cet arrêt est directement accessible depuis ici. Et je vais mettre une ligne horizontale d'abord, HR. Et là, ici à l'intérieur, je vais mettre quelque chose comme div. Bon, div. Et maintenant, ici, je mets H3. Je mets l'utilisateur qui est à l'index 0. Donc, ça, c'est initialement, idéalement, comment on fait pour afficher ce genre d'informations. Vous savez bien, il y en a 4. Donc, auteur, ouais, il faut d'abord l'interpolation. Il y a l'auteur. Il faut également qui il y a, je peux mettre ça dans un paragraphe. Il y a l'âge et la biographie quoi. Donc on a utilisateur qui est à l'index 0 ou l'utilisateur à l'index 2 par exemple avec sa bio. Vous voyez, on prend l'utilisateur à l'index 0 et l'utilisateur et on combine avec l'utilisateur à l'index bio. Bref, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous devrez spécifier à chaque fois l'index comme ceci pour pouvoir afficher une information. Maintenant, si vous changez ici, par exemple, pour dire à 2, vous utilisez comme ça l'utilisateur numéro 2 avec la biographie numéro 2. Et ainsi de suite. Si vous avez maintenant 500 utilisateurs qui sont retournés depuis votre base, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, c'est là où le problème commence. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser quelque chose qu'on appelle v-for. v-for est égal à item in items. Voilà. Ça, c'est la syntaxe. Donc, vous dites item in items. Donc, l'élément ou l'objet au singulier, in, le keyword ici doit être exactement comme c'est, in, l'objet au pluriel. Donc, pour notre cas ici, c'est utilisateur. Au singulier, utilisateur au singulier, in, utilisateur au pluriel. Donc, for users, in, user, for user, in users. Donc, pour l'utilisateur, dans les utilisateurs, à chaque utilisateur dans les utilisateurs, vous affichez ceci. Cette fois-ci, on va tout simplement dire utilisateur, comme ceci. Donc, on accède comme ça parce qu'à chaque itération, on aura accès à l'utilisateur et qui représente en fait un seul utilisateur comme ça. Après deuxième itération, on a l'autre utilisateur sur. Troisième itération, on a celui-ci. Quatrième, ainsi de suite. Même si on a 100, 1000, on aura la possibilité de les accéder directement comme ceci. Et là, on pourra peut-être mettre tiret quelque chose comme utilisateur .h comme ceci. Et là, on n'a plus besoin de l'index, vous voyez. Donc, troisième élément, ce serait la bio. Mais le premier, donc ça va afficher tout ça. Et je veux que à chaque fois que ça finit d'afficher, ça fait un HR pour qu'on puisse distinguer clairement que ça, c'est le premier utilisateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la bio aussi ne s'affiche pas. Oui, justement parce que je suis toujours à utilisateur au pluriel et pourtant ça devrait être utilisateur au singulier. Voilà, ça m'étonnait beaucoup. Vous voyez, ça c'est le premier utilisateur, ça c'est le deuxième utilisateur, ça c'est le troisième utilisateur, ça c'est le quatrième. Et on pourra en afficher 1000 comme ça. Et peut-être mettre juste des paginations ici pour aller d'une page à l'autre, dire affiche-nous tout simplement 20 utilisateurs par page. Et bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc c'est un peu ça. Et on appelle ça les
for. Donc vous mettez votre v-for sur l'élément global et puis vous savez que tout ceci qui est à l'intérieur va itérer et à chaque itération on aura accès à l'item au singulier. Donc avec toutes ces caractéristiques y compris, donc ça peut être plus que juste l'auteur, l'âge et bio, ça peut avoir plein d'autres propriétés. Allez, j'espère que vous avez compris. Et le concept est assez simple ainsi. Et oui, comme j'ai dit, c'est super capital parce que vous savez bien comme moi, on utilise énormément les collections. Donc, on aura beaucoup à faire avec la liste d'éléments à afficher quelque part dans notre page ou dans notre application. Donc, c'était intéressant que vous compreniez bien cela. Il y a également une autre propriété extrêmement utilisée et il s'agit de ce qu'on appelle les attribute binding. Attribute binding, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer de façon dynamique les attributs HTML. Vous savez ce que c'est que les attributs HTML? Ça, ce sont les attributs spéciaux parce que ça ne fait pas partie du HTML standard dont nous connaissons. Maintenant, on va voir comment gérer les attributs standards dont nous connaissons bien. Par exemple, peut-être faire de telle façon que nous pouvons aller et lire plus cet utilisateur ou peut-être site web de l'utilisateur, par exemple, site web. Et là, il faut mettre quelque chose ici comme bipro. Pourquoi pas https bipro.fr. Voilà. Donc, si nous on rentre là au niveau de notre page d'accueil, vous allez bien voir site web. Et si je fais un clic droit ici pour essayer de vérifier ça au niveau de la console, vous allez bien voir que les choses sont plutôt cool. Pourquoi? Parce que voici effectivement le site web dont je parle. Voici bien l'adresse. Maintenant, si on passe cette adresse depuis notre contrôleur, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme URL. Et là, maintenant, il faut passer à fait cette URL, comme vous savez bien. Et là, ben, si je passe dans un stream, qu'est-ce qu'il faut? On peut la faire pour plusieurs autres ou pour le reste d'éléments. Et c'est aussi simple que tout simplement copier et coller ainsi. Donc, ce qui va se passer, c'est que si nous, on veut l'afficher ici, je sais, vous aurez pensé qu'il faut tout simplement faire quelque chose comme utilisateur. Voilà. Et on met URL comme ceci. Maintenant, voyez comme vous et moi ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Donc, l'utilisateur a quoi comme référence? C'est ça. Et c'est le cas pour tout autre élément. Comme vous pouvez bien voir ici. Ce qui se passe, c'est que en réalité, lorsqu'on veut gérer ce genre de problème ou lorsqu'on veut modifier l'attribut, fait à ce que ce soit dynamique, donc à ce qu'on peut passer des variables dynamiques ici comme valeur pour cet attribut, ça c'est un attribut natif de HTML. On n'a qu'à faire quelque chose qui s'appelle v-bind et on met 2 points ainsi. Donc si je mets v-bind, je mets 2 points et je mets maintenant le nom de mon attribut HTML comme ceci, lui va comprendre que je suis en train de dire les variables qui peuvent être passées ici comme valeurs peuvent être dynamiques. Donc il accepte directement les propriétés, les valeurs de ces attributs de façon dynamique. Donc si nous on rentre là, et oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que je n'ai pas mess up. v-bind. Et oui, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être ici à cette version, ça ne marche plus. Mais on va... non, désolé, c'est moi le problème. Donc, lorsque vous mettez cela, vous n'avez plus besoin des interpolations. Oh putain, excusez-moi. Donc, on met v-bind et en contrepartie, on retire les interpolations. On appelle ça les accolades ou les signes d'interpolation. Donc, et justement, directement, ceci va pouvoir comprendre que ce qui entre ici dans les attributs ou dans les codes devient dynamique. Donc, allez, si nous on vérifie encore là, on inspecte,
vous pouvez voir que c'est la vraie valeur qui est passée maintenant. C'est la vraie valeur de l'UAL qui est passée. Et on peut encore aller plus loin pour juste vous dire, les gars de vue, ils ont beaucoup amélioré et ils ont compris que mettre tout ce long texte, comme précédemment nous avons vu V click, on, V on, 2 points. On peut également changer le V bind ici avec tout simplement, on garde tout simplement le 2 points comme ceci et directement ils comprennent que c'est bon. On parle en fait de ceci. On parle en fait de rendre ceci dynamique. Donc 2 points devant votre attribut natif remplace efficacement ou concrètement v-bind. Donc, et pour la suite, je vais beaucoup utiliser tout simplement 2 points devant mes attributs. Et si on vérifie, vous allez voir que aucun souci, tout se passe très bien. Et si je mets là par exemple target, je mets blanc comme ceci, c'est pour dire d'ouvrir dans un nouveau onglet. Et si je reviens là, je peux bien voir mon attribut. Donc si je clique là, directement ça laisse la page ici et ça ouvre dans un nouveau onglet et HTTPS. Il y avait un problème, donc je vais tout simplement remplacer partout. Donc je sélectionne un seul et je fais CTRL F et je dis maintenant replace everything with HTTPS comme ceci. Partout il va voir HTTPS, il va remplacer par HTTPS. En fait, partout il va voir ce texte dans ma page, il va remplacer avec celui-ci. Je clique tout simplement ici et c'était bon. Si nous on retourne ici, automatiquement on va voir que ça a été mis à jour. Ouais, ça a été bien mis à jour. Vous voyez, donc si je rentre là et que je clique maintenant ici, directement ça charge cette page. Et justement, je profite pour vous rappeler encore de cette opportunité. Ça, c'est le landing page qui en fait vous introduit à ma plateforme de e-learning qui serait prête d'ici moins d'1 mois et en fait au trop 1 mois. Et je vais faire des réductions extrêmement massives, des réductions hyper incomparable, donc pratiquement 90% de réduction. Donc mettez votre nom ici et votre email si ce n'est pas encore le cas, et puis vous appuyez sur notifiez-moi. Donc vous aurez alors l'opportunité que je vous annonce dès le premier jour lorsque je lance le cours, et cette réduction sera pratiquement pour 2 à 3 jours et rien que les pros qui ont mis les adresses email ici et les noms auront la possibilité d'être notifiés et de saisir l'opportunité. Voilà, retournons à nos moutons. Si on revient là, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on aille encore un peu plus loin et voir par exemple comment gérer d'autres types d'attributs HTML en utilisant toujours le v-binding ici, mais qui a été shortcut ou raccourci avec tout simplement 2 points. Donc vous allez vous en rendre compte que j'ai ajouté un folder ici ou un dossier qui s'appelle Assets, et à l'intérieur on a 3 images, 1, 2 et 3. Donc le premier c'est JPEG et les 2 autres c'est PNG. Donc ça va permettre à ce que nous on puisse ajouter les utilisateurs ici par les noms et tout ça. Donc je reviens là et j'essaie d'ajouter cet attribut image ou profil. Bon, je vais appeler ça image ici et je vais dire que c'est égal à quelque chose comme asset, ouais, /1.jpg .jpg, et je vais copier la même chose pour tout le reste, donc pour être plus efficace quoi. Donc 2.png, les 2 autres c'était des png et le troisième c'est quoi? png. Ça il faut d'abord un point ici 3. Et là, on peut supprimer quelque chose d'autre, si possible même.
Bon, je vais juste répéter la même chose ici, hein, pour que ce soit plus cool. Donc, je répète toujours l'image de ici. Maintenant, comme vous savez bien, il est question ici de mettre l'image là. Et comme j'ai dit, si nous on essaie de faire quelque chose comme ça, on passe l'utilisateur de l'image, ça ne va pas marcher. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un attribut HTML par défaut. Donc, on veut la rendre dynamique pour que la variable qui est passée ici soit de façon dynamique. Donc, c'est tout simplement ça. Pour le Alt-C, la plupart du temps, pour les bonnes pratiques de Search Engine Optimization, c'est aussi bien, désolé, c'est aussi bien de mettre un point là. Et en ce moment, on parle de utilisateur.author pour dire si l'image ne s'affiche pas, que le texte s'affiche. Et dès qu'on met nos attributs comme ça, je voudrais un peu quand même cadrer la chose ici en mettant un width de trop 80, donc 80 pixels. Et si on retourne là, vous aurez la possibilité de bien voir que nos images s'affichent sans aucun problème. Et c'est intéressant, c'est très intéressant ainsi. Je peux peut-être utiliser légèrement du CSS pour rendre ça un peu plus cool. En disant quoi? Si je mets tout ceci dans un seul élément, peut-être que je vais changer les backgrounds pour que ce soit plus cool. Si je mets tout ceci dans un seul élément que j'appelle ici div, ouais. Je pourrais utiliser un peu du CSS pour les rendre plus cool. Donc je vais mettre une classe ici et que je vais appeler ça carte. Ouais. Donc je dis ici maintenant ma carte, je vais faire quoi de bon avec. Allez, c'est pas un cours de CSS, donc je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus. Je peux dire tout simplement display flex. Ouais, pour que ça les affiche de façon côte à côte. Et si vous regardez directement, vous allez voir que le texte est affiché maintenant de côté. Et je vais dire quoi d'autre? Align item center. Je vais dire justify content center également. Space between. Justify content, peut-être space evenly. Donc voilà, si on rentre là, vous allez voir que ça affiche déjà quelque chose de bon. Oui, on va garder quelque chose comme space evenly. Et là maintenant, je vais mettre un petit background pour rendre les choses encore un peu plus cool. Donc si je mets la DD, et je crois qu'on aura quelque chose qui n'est pas mal. Là, ce qui se passe, c'est que l'espacement n'est pas très bon. Si on met quelque chose comme margin bottom de 10 pixels, je crois que ça peut créer un peu du vide. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ouais, voilà nos différents utilisateurs. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment créer des classes dynamiques. Créer des classes dynamiques, ça veut dire vous pourrez peut-être faire en sorte que selon certaines conditions, une classe peut être affectée à un élément. Donc, concernant nos utilisateurs, je vais dire quelque chose comme peut-être est-ce que c'est un pro? Si l'utilisateur is pro, on peut dire peut-être true. Et on dit là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on le répète pour tout le reste et on change juste la valeur. C'est une propriété quelconque que j'ajoute. Duplex c'est un pro false. Mais par contre, quand je sais un pro false, et là, Tony Pro, est-ce que c'est un pro? Oui, c'est un pro. Donc, et à base de cette variable, on pourra
bien évidemment gérer à ce que ces différentes cartes aient des trucs différents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez le cas où nous avons certains éléments ici et on voudrait à ce qu'ils soient, ils ont une classe quelconque. Par exemple, je veux ici transformer, comme vous avez vu ici dans ma logique, j'ai ajouté une troisième propriété que j'ai dit isPro, comme nous l'avons bien fait. Donc là, maintenant, au niveau de notre vue, il est question de pouvoir ajouter une classe ici Pro. Maintenant, étant donné qu'on a d'autres classes qui ne suivent aucune logique, donc qui ne sont pas dynamiques et très statiques, on les laisse, mais par contre, on crée encore une autre qu'on appelle classe ici. Et à l'intérieur, cette fois-ci, c'est là où on met la classe dont on voudrait vérifier. Donc, on met, ça c'est la classe, on met Pro. Et ici, en principe, il faut que cela soit entouré des accolades comme ceci, mais un seul accolade, pas double accolade. Et là, il faut passer maintenant la valeur. La valeur ici, c'est quoi? C'est isPro. Donc, on va vérifier si utilisateur isPro comme ceci. Donc, cette variable peut être vraie ou faux. Si c'est vrai, la classe est ajoutée ici, comme ceci. Si c'est faux, ce n'est pas ajouté. C'est aussi simple que ça. Donc, vous mettez d'abord deux points classe et puis ici à l'intérieur, vous mettez les accolades. Vous mettez maintenant votre classe dont vous voulez ajouter conditionnellement et vous mettez deux points. Maintenant, quand vous mettez deux points, vous passez votre variable. Cette variable, qu'est-ce que ça donne? Si on revient ici, ça c'est notre premier élément. Premier élément, vous pouvez bien voir que c'est true, donc c'est vrai en fait, c'est pro. Pro vient d'être ajouté, mais par contre, deuxième élément, c'est il n'y a pas, troisième, il n'y a pas, quatrième, oui, j'ai dit que le dernier également, celui-ci, Tony Pro, c'était aussi un pro et il fallait l'ajouter également l'événement. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est de pouvoir venir ici en haut et créer une sorte de CSS pour cette classe Pro en changeant peut-être tout simplement le background color et en mettant quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qu'on a fait là? Color. Je veux en fait que le truc me complète ça et je prends un truc comme bleu violet ici, je sais pas pourquoi ça ne veut pas, bleu violet, ouais, la couleur est là et je voudrais que le texte soit maintenant color, la couleur même soit blanche, ouais, comme ceci. Donc, si nous on retourne là, automatiquement, tout ce qui est pro va directement être différent. Vous voyez, cette classe a été ajoutée de façon dynamique. Et c'est très intéressant que vous compreniez cela et ça peut beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider même à créer des trucs de ouf et des interfaces assez complexes et dynamiques. Donc, j'espère que vous êtes en train d'apprendre énormément. Donc, j'espère que vous êtes en train d'apprendre. Restez scotchés. Nous avons encore quelques features avant de clôturer avec cette partie. Ok les pros. Donc, il faut qu'on change un peu la tendance. Ici, je vais vous donner ce qu'on appelle un assignment, donc un devoir à faire. Et c'est tout simplement pour tester vos connaissances. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le devoir, mais je vous recommande. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le devoir. Mais je vous recommande fortement de le faire parce que ça va vous aider à mieux assimiler et surtout voir si vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Et généralement, la plus bonne façon d'apprendre quelque chose, c'est de commencer à mûrir ou à réfléchir par rapport à un problème depuis votre tête par vous-même. Donc du genre, vous commencez à conceptualiser ça dans votre cerveau et utiliser les connaissances que vous avez apprises parce que généralement on vous apprend que des connaissances basiques et lorsque vous les utilisez de façon insane, donc de façon logique, vous pouvez créer des problèmes dont on ne vous a pas appris. Voilà, donc on attache un peu de logique et je vous dis ici, il vous faut tout simplement faire en sorte que c'est l'utilisateur qui choisit
si donc je veux dire, si vous qui utilisez l'application, vous décidez si celui-ci n'est plus un pro, vous cliquez tout simplement et puis il change, il devient un non pro. Si vous cliquez ici, il devient pro. Si vous cliquez, donc en fait, si je clique, ce n'est plus un pro. Si je clique, ça devient pro. Donc juste un toggle button, quoi, un bouton qui va pouvoir changer l'état de cet utilisateur de pro à non pro ou de non pro à pro. Donc à chaque fois qu'on clique, l'utilisateur change. Donc si je clique ici, elle devient un pro. Si je clique, il n'est plus un pro. Si je clique encore, il devient un pro. Si je clique, il n'est plus un pro. Et la même chose. Donc j'imagine vous avez déjà une idée de comment le faire, mais c'est aussi simple que juste créer quelque chose comme je vous donne ici quelques astuces comment le faire, quoi. La première étape, c'est tout simplement d'attacher un événement clic à votre bloc utilisateur. Vous voyez, voilà. Et maintenant, lorsque vous avez attaché cet événement, il vous faut tout simplement finir avec une fonction, comme j'ai dit bien, toggle. Mais le nom de la fonction dépend de vous. Vous allez appeler ça comme vous voulez. Mais une fonction qui va en fait changer l'état de isPro à chaque fois que l'utilisateur clique dessus. Voilà. J'espère que vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Donc, posez la vidéo et puis essayez, réfléchissez. Même si ça vous prend quelques minutes, même si vous ne réussissez pas, vous aurez quand même réfléchi et ça mûrit beaucoup la façon dont vous retenez des choses. Donc, allez. J'espère que vous avez pu faire les devoirs précédemment. Et même si vous ne parvenez pas, donc vous pouvez tout simplement regarder ma solution. Je vais vous montrer comment moi je le ferai en me basant des connaissances dont nous avons appris jusqu'à présent. Je sais quelque chose ici que à chaque itération, nous on aura cet élément. À chaque itération, on aura cet élément qui va se répéter, comme nous pouvons voir ici. Donc je vais faire juste une inspect et vous voyez, voici le premier élément, voici le deuxième élément. Voici le troisième élément. Donc, c'est à ce div où il y a la carte ici qu'il faut attacher l'événement. Clic. Allez, je pars là-bas, j'attache mon élément. Bref, il s'agit de celui-ci. Mais vous pouvez toujours faire quelque chose comme ceci pour les besoins de lisibilité. Mais ce n'est pas une obligation. Mais à un certain moment, c'est recommandé de commencer à le faire ainsi. Donc, vous savez bien, j'ai dit pour attacher un clic, je fais tout simplement comme ceci et je vais appeler ça toggle en minuscule, toggle pro. Voilà, toggle pro, c'est une fonction et cette fonction, qu'est-ce que ça va faire? Je vais venir ici dire à chaque fois que l'utilisateur, nous sommes ici, oui, nos fonctions c'est ici. Toggle fonction. À chaque fois que l'utilisateur doit cliquer, je devrais prendre cet utilisateur et changer l'état. Si c'était vrai, je mets ça faux. Si c'était faux, je mets ça vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà vérifier ici si tout s'est bien passé en disant clic. Par exemple, du genre, en se rassurant qu'on est en train de bien écouter l'événement clic de l'utilisateur. Donc, si je clique là, voilà, vous pouvez bien voir clic, clic, clic et clic. Donc, c'est bon, l'événement a été bien attaché. Il est question de pouvoir, par contre, récupérer cet objet. Donc, dès qu'on clique là, on récupère l'objet en question et on vérifie sa propriété isPro. On négocie ça, donc on change la valeur qui est là couramment, qui est là en fait à l'instant T pour que ça devienne l'opposé. Et heureusement pour nous, c'est juste une question de true et false. Donc généralement le toggle aussi est utilisé plus pour les questions true et false. J'ai dit le nom de la fonction, ça dépend de vous, mettez ce que vous voulez, mais généralement la nomination des variables doit être quelque chose qui a un sens. Donc c'est pour toggle. Donc je prends l'utilisateur, ça c'est ce que vous allez peut-être pas suivre. Il faut prendre l'utilisateur en question.
Parce qu'à chaque itération, on a accès à l'utilisateur. Vous passez ça comme argument. Et puis, vous pouvez très facilement récupérer ça ici. Je peux récupérer ça ici comme user. Mais ici, si vous comprenez bien le concept du JavaScript, vous allez voir que le fait que j'ai changé le nom ici, j'appelle user, n'a rien à voir. Je peux appeler ça même pour. Je peux appeler ça même n'importe quoi, mais généralement c'est d'utiliser les noms qui ont un sens. Donc, si on clique cette fois-ci, vous allez voir que si je clique ici, je récupère l'utilisateur duplex. Si je clique ici, je récupère Kamjou. Vous voyez, ça c'est duplex. Si je clique ici, c'est plutôt Kamjou, c'est Tony Pro et ainsi de suite. Et à accéder à sa propriété IsPro, c'est un petit bonjour cette fois-ci, comme vous savez bien. Et là, je vais tout simplement dire, mais je rentre pour utiliser user ou utilisateur. Et je dis à cette fois-ci, lorsqu'on clique, on prend user et on vérifie sa valeur IsPro. Ouais, on change ça à ce que ça devient l'opposé de toujours ce même utilisateur .isPro. Comme ceci. Donc, ceci veut dire l'opposé. Donc, là, si c'était vrai, ça devient faux. Si c'était faux, ça devient vrai. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Si je rentre là et que je clique, vous voyez, il n'est plus un pro. Si je clique, elle devient un pro. Bon, elle, c'est juste la photo. Elle. En principe, c'est toujours duplex et c'est bien moi. Donc, je deviens un pro. Donc, si je clique, celui-ci devient aussi un pro. Et celui-ci n'est plus un pro, celui-ci n'est plus un pro, il est un pro, il n'est plus un pro, il est un pro. Voilà. Et je crois que ça rend la chose de plus en plus intéressante et j'espère que vous avez vraiment appris comme j'ai dit. Et on aura en fait un cours très pratique avec Vue comme ceci, donc avec au moins toute une grosse application bien créé de bout en comble avec Vue. Et pour saisir cette opportunité, mettez votre email à bipro.fr, votre nom et votre email, et puis notifiez-moi. Vous aurez accès à ces formations beaucoup pratiques, et en ce moment vous aurez également la possibilité de me poser des questions directement et j'aurai tous les outils qu'il faut pour vous répondre de façon concrète et aller même jusqu'à peut-être vous faire un appel vidéo pour vous montrer de quoi votre blocage en est et en fait me rassurer que vous avancez. Donc, prochaine étape, nous allons continuer avec notre série. Restez scotchés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas.